qui ont travaillé dans l'administration ne peuvent que comprendre. Alors, on nous dit QSR encore, il faut pas de démocratie, les gens sont trop bêtes politiquement pour voter. Oui, c'est sympa. Bah, Sauf si on leur donne... Enfin, moi je pense que les gens sont pas si bêtes que ça dès lors qu'on leur donne la bonne information. Quand tu prends par exemple Cheminade, qui a été le seul tout petit qui a été un peu médiatisé, les seules fois où il a eu du temps de parole, ça a été pour finalement des journalistes qui s'amusaient à chier sur tout ce qu'il pouvait dire, isoler deux, trois trucs, et puis au final ne pas lui permettre de présenter son programme. Maintenant, si on lui avait dit il y a une obligation légale pour les médias publics de te laisser 3 ou 4 heures pour présenter un fichier PowerPoint détaillant ton programme sans qu'un journaliste intervienne, parce que là cette fois-ci c'est toi qui expliques aux Français ce que tu veux faire, tout ton plan. Je pense que les Français auraient pu du coup réellement comparer les programmes sans avoir de journalistes qui orientent la question. Et quand bien même la bêtise est quelque chose d'assez universel et la paresse mentale plus encore, je pense qu'il y a eu peut-être près de 30 millions de Français à peu près qui ont voté au premier tour. Ces 30 millions de Français qui auraient peut-être pu justement essayer d'affiner leur choix, parce qu'ils auraient eu une réalité, ils n'auraient pas eu une espèce de propagande médiatique ou des questions biaisées des journalistes pour empêcher les Français de penser avec leur point de vue. Il suffit de voir les programmes. Alors, il y a Vincent Alcool. Bonsoir à tous, pas la régie et bonne année de la quenelle. Bon bah sympa, Vincent Alcool, petit coucou, hein, c'est un aficionado Vincent Alcool. Alors il y a Usta. Soral n'est pas un subtil menteur, c'est un grossier honnête. Il injurie le monde en le désignant tel qu'il est. Ses analyses sont tranchantes, trop justes pour être acceptables, parce qu'il sème vrai, récolte l'ivraie. Le critiquer s'en va. Le critiquer sans sa présence, vu sa cohérence, est un faux débat, monsieur. Ne jouez pas le jeu des médias, il serait ravi de débattre avec vous, n'hésitez pas. Moi j'ai tenté de discuter avec lui, hein, il a pas tellement répondu. Hein. Donc la seule fois que j'ai tenté de l'approcher sur Facebook par message, notamment pour le projet Paul à gratter, la seule question qu'il m'a posée, est-ce que vous êtes un adhérent d'égalité et réconciliation? Donc ça signifie qu'il faudrait être adhérent d'égalité et réconciliation pour pouvoir travailler avec lui. Moi c'est hors de question. Donc s'il veut débattre un jour avec moi, ce sera un plaisir. Hein. J'ai pas d'hostilité manifeste à ce genre de choses. Simplement, je dis que c'est mon point de vue personnel. Je pense que ce type-là n'a pas tort sur tout. Il y a des choses qui lèvent, où il a raison d'évoquer certains problèmes et il est pertinent sur certaines choses, mais pour autant, je n'apprécie ni sa personnalité, en tout cas je ne la considère pas comme fondamentalement bonne pour porter un mouvement d'ensemble en France. Et je pense que quand il dit droite des valeurs et gauche du travail, il devrait peut-être penser aussi à la gauche des valeurs, parce que la gauche des valeurs n'est pas forcément la pire. Simplement, on a des exagérations que l'on voit à travers un sérail politique particulier. Et moi, je suis désolé, étant quelqu'un de plutôt à gauche, y compris sur certaines valeurs sociétales, je suis pro-légalisation du cannabis. Je disais tout à l'heure que je n'étais pas hostile fondamentalement au mariage civil homosexuel avec certaines retenues sur les questions du droit de l'enfant. Je suis aussi tout à fait favorable à ce qu'on puisse mourir dans la dignité lorsque nous sommes enfermés dans notre corps et qu'on ne peut plus rien faire. Il y a des choses que la gauche porte qui ne sont pas forcément fondamentalement mauvaises. Il faut arrêter de croire que la droite des valeurs que défend Soral est forcément toujours juste. Il y a des gens qui pensent le contraire en France, et d'ailleurs on voit bien que c'est moitié-moitié. Pourquoi c'est clair que c'est divisé. Il a pas mal de soutien sur le site, j'avoue, hein, il y a le KJ, le FN, c'est ça le changement qui pourrait dire le contraire, et moi je paye pour voir. Il a encore un esprit partisan. Moi, pas de souci, il défend le FN, mais dis-toi bien que le FN opposant tellement de gens en France, le FN n'a aucune chance d'arriver au pouvoir parce qu'il y aura toujours une levée de bouclier. Si tu sors de l'état d'esprit, je ne vois que à travers le système électoral, donc porter le FN au pouvoir par le biais d'une élection, tu es encore dans le faux. Ça fait 40 ans que des gens croient à une révolution électorale, ça ne sera pas électoral. Alors on nous dit, Sylvain, tu penses à qui comme monarque? C'est toi qui as dit que tu voulais un rétablissement de la monarchie. C'est une monarchie élective, donc on l'élit parmi le peuple. On l'élit parmi le peuple. On l'élit parmi le peuple, le roi? Ouais. T'es sérieux? Ouais. Des gens se présentent avec une certaine... À la rigueur, on peut faire un filtre à travers certaines connaissances de l'histoire de France, certaines
voilà, comment dire, une certaine valeur, mais cette fois-ci, ce serait vraiment une personne qu'on élirait en fonction de sa personnalité, qui est là pour défendre Il y aura la trop de France. candidats, comment on va filtrer? Bah, c'est pas grave. Il y a 10 000 candidats. C'est absolument pas grave. Moi, le fait de dire pourquoi faudrait-il qu'il y ait le moins de tours que possible pour élire quelqu'un, j'ai toujours trouvé ça stupide. Je préfère à la rigueur 10 tours où on se fait chier à filtrer petit à petit pour faire la méthode de l'entonnoir, mais se dire au moins on a quelqu'un qui finalement a réussi à faire consensus au bout. Ça fait pas un peu Secret Story le truc à la fin, non? Voter pour un tel, voter pour un... Pourquoi pas? Parce que quelque part, finalement, tout le monde a un petit peu peur du fait de jouer de cette révolution numérique qui est en train de booster les choses et de pouvoir accélérer certains processus. Moi, dès lors qu'on me garantit par A plus B qu'il n'y a aucun risque de fraude, je ne suis pas contre. On peut jouer avec ça pour accélérer. Après, la question, c'est que je suis défavorable à une forme de népotisme royal qui existait auparavant. Ouais. Le principe de la lignée du sang bleu, je l'emmerde très clairement, quoi. Ah ouais. Parce que là, voilà, il y a pas mal de gens, de quel média il parle? Ça, c'est LKJ. Metasman, je sais pas qui est le plus mégalo, Soral ou l'invité de ce soir. T'as des réactions. Il y a Joe qui dit les gens qui intègrent les partis politiques conventionnels n'ont déjà pas de substance politique. Ce sont donc des coquilles vides qui intègrent l'UMP, le PS, le MODEM. Alors, dit, c'est un peu un guignol l'invité ce soir, Pat. Bon, ils sont méchants, hein, mais vous êtes méchants, les mecs. Pas de souci, je comprends que je peux diviser certaines personnes. Avec ton histoire de roi, là, tu les as bloqués. Avec l'UICR, c'est normal, je suis pas trop d'accord. Les lois sont tellement compliquées que pour ouvrir une entreprise, il faut être juriste. On vit dans un état communiste par excellence, on se croirait en Corée du Nord. D'accord. Après, il y a FE qui dit un peu de respect, les gars. FM Terros, un peu de respect, s'il vous plaît, un minimum de respect pour l'invité. Ah, tu vois, ils se remettent alors entre eux. Il y a une automodération. Non, on peut pas plaire à tout le monde, mais moi ça me dérange pas. Maintenant, je vais quand même répondre à je crois, la remarque qui me faisait passer pour que moi-même j'avais une grosse tête. Oui, j'ai un peu d'ego, hein, comme tous les gens qui combattent politiquement, il faut un peu d'ego. Maintenant, je vais rassurer sur un truc, je ne veux absolument pas faire de politique. Mon rêve à moi, à la base, c'était de crapahuter à pied dans les Andes. Donc, si la France est libérée un jour, je peux vous assurer que vous n'entendrez plus parler de moi, je serais bien content de me barrer. Alors, on nous dit quoi aussi? Oh là là, alors, avez-vous besoin d'un maître leader politique? C'est tranquillou. Après, on nous dit, je suppose qu'Éric Nolot est donc adhérent de R. Selon votre analyse, prenez un peu de recul. Je suis du peuple et non adhérent. Moi, je laisse approcher et dialoguer pour répondre à vos doutes. Ça, c'est Usta. Voilà, LKJ, l'information, voilà le nerf de la guerre, elle est tronquée, Lycée pourra servir le peuple et saura le rétablir la vérité là-dessus. Et ces non-partisans, ce sont des faits. Après, il y a Rankil qui dit oui, parce que garder un mec de 8 ans dans le coma comme si c'était un ex-dirigeant, c'est nimp. On dirait Lénine en chouipant. Il y a quelques trolls. Il y a Kenal 30, Attali avait ce projet de piquer toutes les personnes de plus de 60 ans. Le problème, il a l'âge de se faire piquer, mais il veut pas donner l'exemple. Ça, je suis d'accord. On est assez d'accord. Attali verse dans une forme de génisme et enfin voilà, on connaît bien le délire, mais il y a toujours une dérive à quelque chose de noble. On peut très bien dire je suis universaliste et se dire je suis absolument opposé à ce que la souveraineté des États soit abolie pour autant. Donc on peut toujours, critiquer une pensée de départ en cherchant à l'exagérer par sa dérive. J'ai sans doute des positions qui ne peuvent pas plaire à tout le monde et j'en suis conscient, mais en tout cas j'essaye de rester le plus objectif et le plus droit que possible, ne pas verser dans les dérives. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Alors là, tu as des messages. C'est G qui nous dit. Alors, t'es pour la légalisation du cannabis et s'il y a du shit dans les magasins, dans les cités, ils vont vendre quoi à ton avis? De la coke, de l'héroïne, comme en Hollande et dans les putes en vitrine, t'en veux. C'est un débat. C'est G. Comment il s'appelle? DJ. J'aimerais bien faire le débat là-dessus. C'est un long débat, tu vois, ma copine à la base elle est très hostile au cannabis et à mes propres positions, mais elle-même elle a réussi à comprendre, j'ai réussi à lui faire admettre que si tu veux régler des problèmes plus prégnants dans les banlieues, que tu veux justement faire réduire la consommation des drogues de façon générale en France, il suffit de regarder ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 20, on avait prohibé l'alcool, ça a généré plus de merde qu'autre chose. Aujourd'hui, on prohibe le cannabis,
Au final, qu'est-ce que ça crée? Des gens qui meurent dans les banlieues parce qu'il y a des coups de fusil à pompe pour des histoires de mafia qui sont en train de s'armer avec ça. Et au lieu de et puis ça crée un problème de santé publique parce que tu ne peux pas non plus contrôler ce qui est consommé. Donc moi je préfère encore que l'État ait le contrôle, qu'il y ait des normes sanitaires, que ça abonde les caisses de l'État sur certaines choses, qu'il y ait une véritable politique publique qui vise à comment dire, inciter les gens à éviter de fumer. Mais maintenant là, nous sommes tous dans une dérive à nous faire du mal nous-mêmes. On se fait tous du mal, on bouffe du McDo, certains fument du cannabis, d'autres vont préférer l'alcool, d'autres clopent. Donc voilà, il y a un moment, il faut être juste rationnel. Nous ne sommes pas des êtres spirituels suffisamment élevés pour savoir nous gérer. Donc quand on a des dérives comme ça qui existent, je préfère encore les accompagner que jouer de la prohibition qui ne fait que créer encore plus de problèmes. C'est ça ma position. Ah bah parce que là, il y a Eleftheros justement qui répond, qui dit « Monsieur Baron, ne voyez-vous pas où ces dérives soi-disant sociétales nous mènent? La PMA, la marchandisation du corps, l'élimination des vieux comme le souhaite notre oracle Attali, ouvrez les yeux !» Bien sûr que je vois, et Attali n'est absolument pas mon oracle, mais encore une fois, là, Eleftheros, avec tout le respect que je te dois, toi tu es en train d'exagérer ma pensée. Je suis absolument pas dans une pensée où il faut euthanasier les gens parce qu'ils ont 60 ans, ou dire il faut autoriser la PMA ou ce genre de choses. Je dis simplement qu'il y a peut-être quelques avancées sociétales qui ne sont pas forcément malsaines. Par exemple, moi je suis opposé à la peine de mort et je suis très content qu'elle ait été abolie. Ça signifie pas pour autant chercher la dérive de tout ça. C'est tout. Alors on nous dit, alors c'est QSR, envoyer un SMS pour le roi. Non, faut être sérieux des fois, lol, sinon je poste, mais attention, je postule, mais attention, je suis pas un tendre, lol. Ça c'est QSR. Alors, il y a Metasman, lui dit Dieudo Soral, d'autres dans la cour du futur monarque, je veux en être. Mister Kennel, le pôle magnétique de la Terre s'est complètement inversé. Effectivement, QSR, je fume du cannabis et je suis contre la légalisation. Normal, il va son avantageux. Il est pas bête. Et il y a Rankine, on voit pas bien si t'as une grosse tête, enlève ton chapeau, gros. Ah mais... Je crois pas qu'elle soit bien. Ils sont curieux, non mais ils sont toujours curieux. Tu vois, ça vous a intrigué le chapeau, quoi. D'entrée, c'est enlève ton chapeau. Mais tu vois, comme quoi, c'est vrai que bon, tu vois, ça reste, Soral reste de toute façon le curseur absolu. Toi, t'es quand même, je vois qu'il est l'heure en fait de la pause. On va revenir après justement avec les questions monétaires parce que je sais que c'est quand même ta grande spécialité. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu parce que je sais que les gens sont de toute façon très concernés par le problème monétaire et qu'il y a quand même des moyens, il y a des parades, quoi, certainement. Tout à fait. Voilà. Donc on va en parler, on va faire une pause avec un petit programme concocté par Steph à la régie. Si vous voyez des clips chelous, c'est comme ça vous pouvez l'insulter sur le chat. Hein. C'est que c'est des clips chelous. C'est pas moi qui les ai choisis. Voilà. Non mais parce que lui il me troll, tu vois, mais moi je peux pas voir ce qu'il fait, tu vois, donc vous me le dites heureusement, mais voilà. Moi je... Steph et Mika là, c'est comme Popeye sur le bateau. Bon, à tout à l'heure, à tout de suite là, à vous. Voilà, de retour donc sur la libre antenne après cette petite sélection superbe concoctée par Stéphane. Je dois dire, surtout le premier titre était absolument fabuleux. Et donc, sinon, ça va toujours, Sylvain? Ça va tranquille. Voilà, donc plein de... T'as vu, c'est des avalanches de réactions, effectivement. Hein, il y a QSR qui nous dit... non, c'est Rankil, pardon. Si l'État contrôle la chlouffe, je veux être fonctionnaire. Il y a G qui dit, ok, je t'ai écouté, alors il faut aussi légaliser la drogue dure dans ce cas-là. Non, ça c'est qu'un point de vue personnel. Je l'impose pas aux gens. Là, ce sont des débats politiques sur lesquels on a été entraîné. Mais encore une fois, moi, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est pas d'afficher mes points de vue politiques. Là, c'est juste parce que, du coup, les questions ont fini par porter là-dessus. Ouais, voilà, parce alors il y a Love Free Future qui dit on légalise tout ou rien, donc on fait quoi? On arrête l'alcool ou on légalise les autres? Il y a Killuminati qui dit bonsoir tout le monde, j'ai une question pour l'invité. Quel est ton projet? Sans doute la question la plus pertinente. Eh ben, on va y répondre, mon cher Killuminati. Il y a aussi, il y avait Kenel30 qui disait Monsieur Baron pourrait donner un avis sur les détracteurs du FN qui disent qu'ils sont infiltrés par les lobbies sionistes et gays.
Metasmile qui dit le plus gros vendeur de CC c'est la CIA. Maintenant il libéralise la weed aux USA. Vu le marché transatlantique qui arrive dans quelques mois, la libération sera à l'ordre du jour. Ils sont juste en train de dealer les points de vente. Ouais, c'est pas tout à fait tort. Ouais, sauf qu'il y a beaucoup d'États il y a plus d'États pour l'instant aux USA qui ne l'ont pas légalisé, donc c'est peut-être un laboratoire, non? Ouais. Ouais, QSR, sérieux, il y a déjà assez de vices comme ça. On a autre chose à faire que légaliser vu l'état mental des gens. Ok. Ensuite, il y a Allo Free Future. Légaliser, c'est d'abord pouvoir informer et conseiller sur les prods. Un homme averti en vaut deux. Il y a Emiac qui dit c'est une question qui devrait être décidée démocratiquement par référendum, comme les autres, ce qui n'a jamais été fait. Il y a Allo Free Future qui dit c'est pas les gueudros qui niquent l'état mental des gens, c'est plutôt le système. Il y a qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a Elfelteros, mais qui répond en fait à QSR. Renseigne-toi sur la réalité du trafic de drogue, les dirigeants achetés par les réseaux de trafic. Si c'était légal, plus de trafic massif d'argent et plus d'argent sale pour nos politiques. Et il y a QSR, ils ont qu'à se démerder les gens, oui, bah, effectivement. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit, de toute façon, les pays où ça se légalise, ils font de l'hydroponique de merde avec engrais chimiques, alors non à la légalisation, vive la guérilla, ça c'est QSR. C'est un petit connaisseur là, l'hydroponique, c'est déjà... Oui, après ça ne s'oppose pas forcément au fait de cultiver soi-même 2 ou 3 plantes, le fait de légaliser, c'est une question simplement de déjà savoir qu'est-ce qu'on... Mais où va aller l'argent aussi dans la légalisation? Moi c'est ça. Directement la sécurité sociale, à partir du moment où tu génères des cancers par ta consommation, que ce soit de stupéfiants, d'alcool ou de cigarettes, la logique pour moi est de dire que la responsabilité dès le départ, c'est de dire que les taxes qui vont influer là-dessus abondent les caisses de sécurité sociale. Ça me paraît le premier point de vue. Après c'est un long débat le cannabis. Il y a la question de l'hypocrisie sociétale qui est face à la consommation de drogues diverses et variées. L'alcool est quand même beaucoup plus dangereux que le cannabis, que je sache. Il y a quand même suffisamment d'études qui le font valoir. On a eu un ancien ministre de l'Intérieur qui n'est pas réputé, M. Vaillant, qui n'est pas réputé être un grand consommateur de cannabis, qui a été en faveur de cette légalisation et qui a rédigé un rapport très instructif sur la question. Mais encore une fois, c'est plus, moi ce que je vois quand il y a des gamins à Marseille qui se font shooter parce qu'il y a une mafia qui est en train d'émerger avec le marché du cannabis et qui meurent alors qu'ils n'ont même pas 16-17 ans, je trouve que quelque part c'est beaucoup plus grave à mon sens que de dire est-ce qu'on légalise ou pas, parce que moralement c'est pas bien. Moralement il y a des tas de choses qui ne sont pas bien, moi je préfère encore juguler les questions morales en régulant, parce que l'État a un regard là-dessus et peut contrôler, que en faisant la politique de l'autruche et en disant je ne veux pas regarder, je considère que c'est illégal, que c'est immoral, et de fait les problèmes continuent et empirent. C'est juste ça. Maintenant, le débat, je vous dis, moi je n'ai pas de projet politique à faire valoir, c'est pas mon projet, c'est juste des points de vue politiques qui ont été soulevés. Et voilà, je laisse à chacun sa façon de penser. Je respecte que le fait que d'autres soient tout à fait opposés à la légalisation du cannabis ou d'autres sujets qui ont été évoqués. Oui, d'accord. Alors il y a encore, oh là là, il y a encore oh là là, des tonnes de réactions. C'est pour ça que ça met du temps à se charger. Alors, on nous dit, ça c'est Polo de Lisbonne, c'est encore un faux débat, celui de la drogue, ça ne reflète que l'état de santé de la pseudo-démocratie instituée. Je vous fais le pari qu'avec une vraie démo, ce serait le dernier de nos soucis, tellement il y aurait de gens créatifs, surprenants, talentueux, en tout domaine. Plus besoin de se réfugier dans l'alchimie pour nous sortir de cet enfer, car la vie serait bien plus enivrante. Je suis d'accord avec ça. Si déjà on avait une société qui était un peu moins malade de bien d'autres problèmes beaucoup plus graves, on n'aurait peut-être pas besoin de verser dans ce genre de stupéfiants. Alors, il y a Killuminati93 qui nous dit « Ma nouvelle drogue, Meta TV, tout ce qu'il y a de plus légal. » C'est sympa avec Illuminati, sympa. Ensuite, il y a LFTeros, si t'es là pour soutenir le système dans sa logique de pourriture, faut plutôt aller aux boutiques de Hollande et compagnie, LFTeros. Méchant, LFTeros, méchant. Puisqu'on nous dit I love Free Future, les clips pourris, mort de rire. Ah, ça c'est pas pour moi. QSR, je suis d'accord avec un sujet ridicule pour cette période de misère. Mister Kedel, va falloir penser à faire des pauses moins longues. Ah bon bah, carrément on se fait engueuler sur les pauses aussi, tu sais. Il nous engueule surtout, hein, tu sais.
Alors, alors Futur, qui se dit tout à fait mon cher Polo, et Gaël Kaji, Mayor Habib de l'UDI veut interdire la quenelle. Il dépose un projet de loi. Les sionistes devraient interdire le gouvernement puisque en projet en définitive ne sert qu'Israël. Oui, c'est là où ça vire à la farce. Ça vire à la grande blague. Hein. Attention, cette histoire de quenelle, le pire c'est qu'ils arriveront à nous prendre une loi. Et que ces députés, c'est déjà incroyable qu'un député qui est franco-israélien puisse avoir le droit d'être député. Pour moi, c'est que des gens qui sont de nationalité française, à double nationalité, c'est déjà quelque chose qui est juste pour moi éliminatoire. Ça ne devrait même pas exister. Donc, oui, ce mec-là est un sioniste convaincu qui représente les Français de l'étranger, mais qui en fait est franco-israélien et à son poste en Israël. Bon, voilà, je veux dire, on voit tout de suite où est le lobby derrière. Ouais, bah, complètement. Alors, il y a tête de cacahuète, c'est marrant comme nom, tête de cacahuète. C'est un genre d'arachide. Hein. Monsieur Soral et Monsieur Dieudonné devraient figurer dans tous les livres d'histoire à venir. Bah, si on gagne. Ils risquent. Si on gagne, quoi qu'il arrive, ils risqueront d'y figurer. Si on perd, malheureusement, nous passerons tous aux oubliettes. On perdra pas. On ne perdra pas. Je suis assez d'accord avec toi. LKJ, et c'est un projet de loi et ça se cantine 5 fois par semaine. Oui, tu m'étonnes. LOL, les taxes pour la sécu sur l'alcool et les cigarettes ne sont jamais reversées. Ça, c'est QSR qui nous dit, c'est vrai, les taxes, elles ne sont jamais reversées. Ça fonctionne pas, justement. Mais il évoque le fonctionnement actuel. Qui fonctionne pas. Ouais. Voilà, moi je pars du principe que si on reprend les commandes pour assainir et faire mieux, c'est qu'on peut oublier tout ce qui se faisait de mal auparavant. Ça va de soi pour moi. Oui, voilà, voilà. On ne fera pas le même système, on se basera pas sur le même système. Si j'ai bien compris, c'est bien ça. Polo de Lisbonne, lol, le cancer par le joint mort de rire, c'est l'alimentation qui génère le plus de cancer, faut s'en renseigner. C'est vrai, et c'est vrai. ENIAC, ça existe, nanana. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit Métasmal, un roi drogué au pouvoir, c'est dit d'un bon clip de Mylène Farmer. Bon. Pas mal, ceci. Tu vois, ils sont très taquins, ils sont absolument très taquins. Et justement, bah voilà, on parlait de tout cet argent. Toi, tu es un spécialiste donc de ces questions de monnaie. Tu t'es vachement informé là-dessus. Et c'est ça la base, parce qu'en fait, pour reprendre, on va dire, notre souveraineté et en finir avec cet esclavage, ça commence par là. C'est l'argent. Alors, je pense que c'est pas que ça commence. Il y a plusieurs outils. Moi, je défends vraiment différents outils. Le premier outil auquel je me suis intéressé, c'est la monnaie fiduciaire, pour être très précis. Les questions monétaires sur un angle technique, forcément, je les ai étudiées parce que ça m'intéressait, que je voulais comprendre les mécanismes. Maintenant, de là à dire que je suis un grand spécialiste, je pense qu'il y a toujours mieux que soi. Et quand je vois des Jacques Sapir nous font des magnifiques études, je suis tout petit, je suis rien à côté. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était la charge symbolique et l'outil politique qu'est la monnaie. Une devise nationale, en tant que le nom qu'elle porte, c'est un outil politique. Pourquoi on a créé l'euro? On aurait tout à fait pu... il faut bien comprendre que l'euro, c'est un panier de monnaie. Mais la monnaie nationale de la France, dans l'article 1 du Code monétaire et financier, c'est l'euro. Donc ça veut dire que notre monnaie nationale, ce n'est pas la monnaie de l'Europe, c'est la monnaie de la nation, c'est l'euro. Alors quand on a compris ça, on comprend qu'en fait, sur la question purement des billets, des pièces, on aurait tout à fait pu garder nos signes monétaires, c'est-à-dire le franc, Deutschmark, Drachme, etc. et dire ces signes monétaires ont la même valeur dans chacun des pays de la zone euro, avec des paiements en euros pour tout ce qui est scriptural, c'est-à-dire les virements, les choses comme ça. On aurait très bien pu garder ces signes monétaires pour dire on ne va pas non plus détruire un patrimoine culturel et national du fait qu'on veut faire l'euro. Donc l'objet était clairement politique. Si jusque dans la monnaie fiduciaire ils ont voulu absolument changer les signes monétaires, c'est que ce n'était pas seulement une question de projet monétaire en lui-même, c'était une question politique. Il fallait nous européaniser d'une certaine façon, il fallait qu'on soit de bons européistes. Et quand on palpe tous les jours des billets de 10, 20 euros ou 5 euros, bon c'est de moins en moins vrai parce qu'on est en train de s'appauvrir, mais quand on palpe de l'Union européenne, on palpe leur projet à eux. Donc on l'accepte de fait parce qu'il est là, il est sous nos yeux, on ne peut pas faire autre chose que de le constater. Donc moi ce qui m'intéressait dans l'idée de dire on peut utiliser la monnaie pour se révolter, c'était d'abord partir du constat que tous les gens qui sont d'accord sur l'idée qu'il faut restaurer en urgence nos monnaies nationales, quand bien même ils ne sont pas d'accord sur les questions plus techniques, alors quel type de monnaie on ferait, est-ce que ça va être une monnaie
une monnaie fondante? Est-ce que ça peut être une monnaie sur le 100% monnaie? Enfin, il y a plein de théories en vigueur. Est-ce qu'il faudrait faire une monnaie métallique? Ça, ce sont des choses qui appartiennent au débat économique dans lequel je ne veux absolument pas rentrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'outil politique qu'est la monnaie. Et quand on est d'accord sur le fait qu'il faut restaurer le franc, plutôt que de marquer quenelle sur un billet de banque, ou de dire dégage Hollande, ou dire le système de merde, enfin dénoncer quelque chose sur un billet, moi j'aurais tendance à dire marquons un message court et positif qui s'appelle franc, et vous transformez un billet d'euro en billet en franc. Tout bêtement, c'est court, c'est simple, vous n'êtes pas en train de dénoncer quelque chose, vous êtes juste en train de dire je récupère souverainement ma monnaie nationale. Mais est-ce qu'un commerçant il l'accepte quand tu marques des écritures dessus? Alors, c'est là où est toute la difficulté, parce qu'il y a d'abord une... comment dire, ça se divise en deux parties, cette question-là. La première, c'est la psychologie des commerçants. Si vous êtes face à un petit commerçant qui est patron de son établissement, je vous incite à marquer franc sur un billet de banque, au crayon à papier pour ne pas trop le chagriner, et puis discuter avec lui. Vous allez voir que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de commerçants qui sont défavorables à l'euro. Et c'est une bonne façon de créer un réseau de commerçants qu'on repère comme favorables à la restauration du franc. Alors ensuite, il y a la question purement juridique où souvent on m'oppose, oui mais est-ce que c'est pas un billet altéré, finalement il n'est pas recevable parce qu'on n'a pas le droit à la base d'altérer la monnaie ou de la détruire. Et c'est ce que peuvent rétorquer les commerçants. Donc là, il y a plein de choses sur lesquelles on peut les rassurer. Je pense qu'on rentrera un peu sur les questions juridiques un peu plus tard. Mais sur le point de vue psychologique, oui, on peut faire passer des billets, moi je le fais tous les jours maintenant, de faire passer des billets de banque notifiés comme des francs à des commerçants. Alors soit vous les faites passer en douce très facilement parce que c'est quand même simple, soit vous discutez directement, vous allez voir un ou deux commerçants qui vont vous dire non parce qu'ils s'y opposent, et puis vous allez tomber sur un troisième qui va dire j'en ai rien à fiche, ou un quatrième qui va vous dire je trouve l'initiative très intelligente. Et quand bien même vous seriez déçu parce que vous n'auriez que des commerçants défavorables à cette initiative, ou que vous n'auriez que leurs employés qui, eux, en général, ne veulent pas prendre de position parce qu'ils ne savent pas quelle serait la pensée de leur patron, ma foi, la prochaine fois que vous allez au premier centre commercial du quartier, vous le passez en douce. C'est aussi bête que ça. Donc il n'y a pas de difficulté à faire circuler des francs. Je le fais quotidiennement, j'ai aucun problème avec ça. C'est une question simplement de savoir si on veut organiser un réseau qui va faire enfler une masse monétaire en francs, je vais expliquer comment plus tard si tu me poses la question, voilà, au détriment de la masse monétaire en euros. D'accord. Parce que là, c'est une façon... parce que le commerçant, légalement, il peut refuser, on est d'accord. C'est un billet, non? Non. Justement, alors là, du point de vue juridique, à la base, un commerçant ne peut pas refuser. Après, c'est la question morale. Est-ce que si un commerçant nous dit non, je ne l'accepte pas... Du point de vue juridique, il est censé l'accepter, le billet. Oui, alors c'est con parce que du coup, nos diapos ne passaient pas sur le fichier, donc j'aurais pu le démontrer assez facilement. Du coup, je n'ai pas le texte de loi sous les yeux. On va prendre deux textes qui font référence. D'abord, nous avons une jurisprudence qui date de juillet 1975, j'ai plus la date exacte, qui explique que le fait d'altérer ou détruire la monnaie ne peut pas être répréhensible malgré le fait que la loi l'interdise, du fait que, grosso modo, un billet de banque est détenu sous le régime de la propriété par son détenteur. Donc ça, c'était lié à un procès. Vous vous rappelez peut-être tous le fameux billet de 500 francs brûlé par Gainsbourg, mais il n'y a pas eu que lui. Et pourquoi il n'avait pas été poursuivi à l'époque? Parce que cette jurisprudence existait déjà sur une autre affaire où une bonne femme avait brûlé les billets de banque de son mari qui l'avait fait cocu, si je me souviens bien. Et les magistrats avaient décrété que au final, cette affaire-là ne relevait pas de l'État. Ce n'était pas un bien public. La monnaie n'est pas un bien d'État. C'est pas un document officiel, c'est pas quelque chose qui, s'il est brûlé ou détruit, ou altéré a fortiori, même volontairement. Voilà, ça ne peut pas engager des poursuites parce que le seul lésé, c'est la personne qui détenait ces billets de banque. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point plus intéressant et qui me concerne parce que c'est beaucoup plus proche. La Banque de France est aujourd'hui sous l'égide de la BCE, malheureusement, et doit suivre sa réglementation. Il y a une décision de la BCE que vous pouvez retrouver sur le site de la Banque de France en fouillant bien, qui explique donc qu'à la base, effectivement, il y a tout un arsenal législatif qui interdisent d'accepter des billets de banque qui sont trop altérés ou détruits en fonction des cas.
et avec un toutefois qui apparaît, parce qu'il y a toujours les exceptions à la règle, où le toutefois dit que, en gros, si vous vous présentez à la Banque de France et que vous avez un billet entre les mains qui a été altéré d'une façon ou d'une autre et que vous êtes de bonne foi, ou qu'il n'y a pas de raison que vous soyez de mauvaise foi, c'est pas vous qui l'avez fait, la Banque de France accepte de l'échanger. Et mieux encore, les billets de banque j'ai pas le texte sous les yeux, c'est vraiment dommage, mais les billets de banque qui sont notifiés, qui ont une phrase courte ou des gribouillages dessus ne sont pas considérés comme des billets altérés. Donc il n'y a même pas nécessité de les échanger, ils sont valables. D'accord. Ils sont tout bêtement valables. Il reste des euros pour la BCE et pour la Banque de France. C'est aussi bête que ça. Donc en fait ils peuvent pas les refuser, donc voilà. C'est-à-dire en théorie. Théoriquement, du point de vue juridique, il n'y a absolument rien qui s'y oppose. Maintenant, il y a la question morale, où moi personnellement je ne vais pas emmerder un commerçant qui me dit je ne veux pas votre billet de banque pour X raison. Je suis quelqu'un de courtois, je lui dis pas de souci, j'ai eu au moins le plaisir de débattre avec lui de la question et je sais qu'un autre commerçant dira oui et que ça me permettra au passage de me rappeler qu'un commerçant avait dit oui, était intéressé, trouver l'initiative intelligente. Ou du moins qui était lui-même eurosceptique. Et ça permet d'inscrire dans un petit fichier, de dire bon bah voilà, on note ce commerçant comme existant, comme acceptant les euros. Pour l'instant, il ne s'inscrit pas dans un mouvement, mais au moins on a un petit fichier qui commence à se créer. Et ce qui est intéressant derrière, c'est que si on commence à se révolter sur la monnaie, que les Françaises disent je suis souverain de mon pays, je souhaite récupérer un symbole fort de mon identité nationale, qui est de mon patrimoine culturel en tant que Français, qui est le franc. Si on marque un tel message positif, qu'on fait enfler ce mouvement-là, à un moment, ça va se voir. Quand on aura un jour un Jean-François Copé qui va payer son pain au chocolat avec un billet de 5 francs, ça va lui faire tout drôle. Donc, pour que ça se voit, il y a juste une petite règle à mettre en place, et c'est là où il y a besoin d'un réel mouvement qui se mette en place, c'est qu'il nous faut plusieurs choses. D'abord, il faut des commerçants qui participent réellement à l'opération, qui se disent « je suis engagé là-dedans », de telle façon à ce que, par exemple, les petites coupures de 5 euros, on leur demande de soit les garder dans le fond de caisse, donc de ne pas les ramener à la banque le soir venu, ou les réinjecter directement dans l'économie réelle, si possible, auprès des gens qui sont eux-mêmes usagers du franc, qui acceptent le franc. Donc ça, c'est un premier point de vue, c'est ce que j'appelle la séquestration monétaire, dans le sens où on l'empêche de revenir en banque. Maintenant, il est évident qu'un commerçant qui le soir venu a 3 000, 4 000 euros dans la caisse, ne serait-ce que pour des questions élémentaires de sécurité, ne peut pas garder tout en fond de caisse, et en plus il a lui-même des virements, des prélèvements sur son compte, etc. Il faut qu'il ramène à la banque ses billets. Or, si on a des billets de 20 ou de 50 euros qui sont transformés en francs, le commerçant va être gêné, va dire moi je vais bien jouer avec vous, mais je suis quand même obligé de ramener la monnaie fiduciaire que j'ai entre les mains en banque, j'ai pas le choix. Donc là, il nous faut une association tierce qui dise pas de souci. Moi, je te fais un chèque contre la valeur exacte de tous les francs que tu as dans ta caisse. Tu me donnes tous tes francs. Je te fais un chèque de valeur identique ou un virement, peu importe. Ou je te donne des euros en fiduciaire, peu importe. Et moi, je récupère tous les francs et je vais les réinjecter au niveau de gens qui participent à l'opération, donc de simples citoyens, contre encore une fois un chèque, un virement ou peu importe. Mais il faut qu'il y ait un tiers qui fasse office de banque centrale et qui se permette de faire les échanges de telle façon à ce que finalement ces francs ne sortent plus de l'économie réelle, ne reviennent plus jamais en banque et de fait ne seront jamais détruits. Ce qui fait qu'il n'y aura que des euros qui finiront par être détruits petit à petit, mais les francs, eux, vont enfler dans la masse monétaire jusqu'à ce que ça se voie. Et ça peut se voir. Ouais, alors on nous dit justement, c'est Mister Quenel, que pense votre invité de l'initiative de Farida Belgoul de supprimer l'usure qui inclut plus largement la spéculation? Que c'est un débat purement économique et que je suis hostile à l'usure de façon générale. Maintenant, quand on connaît un peu les mécanismes de contrôle de l'inflation, l'usure peut avoir un rôle. Donc je pourrais rentrer dans un tel débat économique, mais c'est stricto économique et c'est pas vraiment la question du projet.
Parce que là, on nous dit, alors ça c'est QSR, cette idée est beaucoup moins bonne que les courriers, cela ne sert à rien. Ils ne voient pas trop l'intérêt de marquer le truc. Alors oui, parce que bon déjà je peux pas tellement la présenter en situation enfin, avec des diapos pour m'aider. L'idée en elle-même, c'est la mienne donc je considère qu'elle est bonne, c'est évident. Simplement, le gros problème de cette idée, c'est pour ça que j'ai cherché ailleurs, parce que déjà à la base les réseaux militants eurosceptiques que j'avais autour de moi ne suivaient pas trop. Son autre problème, c'est qu'elle demande une véritable structure. Il faut vraiment une association qui soit là pour pour dire bon bah voilà, on a un site internet, vous allez trouver tel commerçant qui sont d'accord. Vous allez pouvoir, avec les commerçants, dire vous allez pouvoir échanger des francs contre des euros. Ça demande de la structuration. Par contre, l'idée en elle-même, quand on la développe, elle peut aller très très loin, dans le sens où on peut aller jusqu'à battre monnaie. Donc, mais il y a toujours le fait d'être indexé, parce que ce sera toujours indexé sur l'euro. Alors oui, mais là, on parle d'un outil politique. On n'est pas en train de contester la nature de l'euro en tant qu'outil économique. On est en train de contester l'euro en tant qu'outil symbolique, en tant qu'outil politique. On est en train de dire, moi, je veux un symbole national qui soit fédérateur pour tout le monde. C'est-à-dire, là, il n'y a plus de question de gauche-droite, de est-ce que je suis pro ou pas, pro-Soral ou pas du tout. C'est une question de dire, est-ce que je veux simplement récupérer la souveraineté. Et ça implique de sortir de l'Union européenne aussi. Non, ça c'est la conséquence. La sortie de l'Union européenne ou la dénonciation des traités européens ou mettre au pas le président de la République en disant maintenant ça suffit, nous souhaitons quitter l'UE et l'euro, c'est la conséquence d'une révolte monétaire. La révolte monétaire est le préalable. D'accord. Pour toi, il faut commencer par cette révolte monétaire. Donc, mais il faut mettre un réseau, c'est compliqué ça à mettre en œuvre. Ah, alors oui, et c'est là où moi je me bagarre parce que c'est pour ça que je suis assez fâché avec les partis politiques pour le moment et les partisans de façon générale. Quand on me parle de FN, le FN est ce qui nous sauvera, ou l'UPR nous sauvera, ou le Front de gauche nous sauvera, etc., quelque part j'en ai marre parce que j'ai envie de dire non, ça c'est des points de vue politiques, c'est très bien pour faire vos débats sur ce qu'il faudra dans l'avenir. Maintenant, la révolution ne sera jamais électorale. Il faut arrêter, ça fait 40 ans qu'on nous, pardonnez-moi le terme, on nous baise avec ce système électoral, avec toute une propagande médiatique qui vise à scléroser la pensée des Français et orienter. Donc on ne peut pas avoir de révolution électorale, c'est terminé. Donc il faut utiliser des outils d'insurrection qui soient pertinents et qui nous permettent de dire à l'oligarchie qui nous dirige, maintenant les bêtises sont terminées, nous reprenons notre droit souverain de décider de ce qu'on veut faire en France, nous ne voulons plus de votre monnaie pourrie, donc nous, on marque franc sur nos billets pour récupérer notre monnaie nationale, et quand bien même c'est toujours des euros de façon purement technique et économique, il se trouve que si on a beaucoup plus d'euros qui circulent, plus de francs pardon, qui circulent que des euros, par exemple sur les billets sur les coupures de 5 euros, ça ne peut que se voir, on ne peut pas l'ignorer. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire, on ne peut pas ignorer quelque chose qui est visible. Et si les gens qui sont engoncés dans leurs opinions partisanes se disent « Oh bah non, c'est long, c'est chiant, j'ai pas envie de m'intéresser à ton truc, j'ai pas envie de jouer avec toi sur quelque chose qui est plus insurrectionnel, qui est beaucoup plus transgressif, je préfère faire de la politique », bah vas-y, continue de faire de la politique, de rêver le monde de demain, mais tu l'auras jamais, parce que tu n'es pas en train de te révolter. Alors ça voudrait dire que à chaque fois qu'on a un billet entre les mains, on marque franc dessus, quoi. Tout simplement, pas plus que ça. On marque franc, moi je marque au pluriel parce que c'est au minimum des billets de 5 euros, donc pour moi c'est du pluriel, mais bon, on marque juste le mot franc, et comme la monnaie circule, c'est le meilleur média au monde, la monnaie ne fait que circuler de main en main. Donc vous adressez un message politique à la personne qui aura ce billet de banque plus tard entre les mains. Et un billet de banque peut facilement faire 10, 15, enfin changer de plusieurs fois de main dans la journée. Donc c'est toujours intéressant. Mais c'est pas une si mauvaise idée, hein, voyez-vous, alors, hein, parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu sceptiques à l'idée de cette solution, mais parce que de toute façon c'est clair que la révolte monétaire elle doit passer par des actes concrets. Exactement. Parce que eux ils ont quand même un système en place qui est établi. Hein. Alors les banques, comment faire ensuite pour passer à l'étape où on se débarrasse de ces financiers? Alors, moi, déjà, la question purement financière, on sait que c'est plutôt le bank run qui peut agir. Là, c'est encore un autre point de vue de la révolte monétaire, mais on sait que comme tout marche avec des réserves fractionnaires et que dès lors que les réserves fractionnaires sont inférieures à ce qu'il faut pour tenir les engagements sur les actifs des banques,
On sait que voilà, c'est la faillite pour ces banques, du point de vue purement juridique, donc on sait qu'il faut retirer au maximum le pognon qu'on a en banque, en laissant à la rigueur juste ce qu'il faut pour les prélèvements et virements automatiques, mais plus rien sur les comptes épargne, plus rien sur les comptes courants, une fois que tout ça c'est réglé. Bon, ça ne prend pas. Ça, il faut dire ce qui est, il y a eu plusieurs appels au bank run, les gens ne comprennent pas qu'on peut se battre contre le système financier parce qu'eux-mêmes ont peur, on leur dit tellement que si les banques s'écroulent, c'est la fin du monde. Au contraire, les banques quand elles s'écroulent, elles sont nationalisées de facto et on reprend le contrôle sur la circulation de la monnaie. Maintenant, la révolte monétaire, elle est beaucoup plus simple dans le sens où elle se dit, elle se contente d'acter non pas le fonctionnement du système monétaire, elle dit simplement la monnaie fiduciaire circule, je parle de monnaie fiduciaire et rien d'autre, cette monnaie fiduciaire circule de main en main, elle peut porter un message politique parce que c'est juste un bout de papier, donc on peut inscrire ce qu'on veut sur ce bout de papier, et on peut en plus séquestrer ce bout de papier dans l'économie réelle et éviter qu'il soit détruit. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est de se dire qu'à partir du moment où notre message politique et donc la restauration du franc sur les billets de banque ne peut pas être détruit parce qu'on décide de le séquestrer dans l'économie réelle et de dire que ça ne pourra jamais revenir en banque, c'est là où ça marche. Mais ça demande un mouvement d'ensemble avec, je ne sais pas, peut-être 500 à 1000 personnes en France qui démarrent, à proprement parler. Pas besoin d'être un grand nombre au tout départ, mais simplement d'être... de continuer, de rester engagé dans le truc, parce qu'on ne verra rien pendant plusieurs mois. Et à un moment, ça va commencer à se voir, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas con ce qu'ils font, ces gens-là, là, de marquer franc, c'est pas stupide, tiens, je vais le faire pareil. Parce que je vois bien que ça arrive jusque dans mes mains, donc c'est que ça marche. Et tous les gens qui sont favorables à la restauration de notre souveraineté, à un moment vont se dire, mais c'est peut-être finalement une bonne façon comme diraient les dieudonistes, de mettre une bonne quenelle au système parce que on veut nous enfermer dans l'euro qui est en train de détruire des nations, de les opprimer, et puis un peuple souverain est en train de dire on vous emmerde, nous on revient au franc que vous le vouliez ou non. Donc ça c'est une façon en fait de faire une grosse blague et en même temps c'est fonctionnel, du point de vue théorique, il n'y a rien qui s'y oppose. Alors, on nous dit la révolution, c'est avec des barricades, des feux et du sang. Ouais, mais je suis pas dans ce trip-là. 1789, ça fait loin et je préfère me dire qu'on peut faire beaucoup plus intelligent. Alors, on nous dit Abraham Lincoln a battu de la monnaie au nom de l'Amérique. Résultat, il s'est fait flinguer. Ouais, oui. me fait pas peur. Je sais. Alors, on nous dit, il y a plusieurs villes en France qui ont une monnaie alternative. Une monnaie alternative, là, ça devient sérieux. Moi, j'ai entendu parler d'une monnaie alternative quand j'étais en Bretagne. Ça s'appelait les sonnantes. C'est des grosses foutaises. Oui, parce que c'était imposé par le Conseil général. C'est surtout qu'il faut savoir, elles sont adossées à quoi ces monnaies alternatives? L'euro. Voilà. Donc le jour où l'euro part en hyperinflation parce que les États sont super endettés et qu'à un moment il va falloir cracher il va falloir faire tourner la planche à billets au maximum pour pouvoir juguler cet endettement. Ces monnaies alternatives ne vaudront plus rien. En plus, quand j'ai vu cette monnaie en fait en Bretagne, on sentait qu'il y avait quand même derrière un projet de séparatisme un peu. Tout à fait. Mais ça y contribue parce qu'au final, est-ce que ces monnaies alternatives restaurent un symbole de souveraineté de la nation? Non. Absolument pas. Non. Elles sont juste en train de la diviser encore plus en disant nous Exactement. on est dans notre petit coin et on va faire notre petite monnaie de notre petit coin. Donc c'est une façon encore de communautariser la France toujours plus. Voilà, toujours plus et c'est pas vraiment un service. On nous dit qu'il y a des mairies qui battent monnaie aussi, c'est vrai ça? T'as déjà entendu un exemple? Non? Elles battent pas monnaie, elles se contentent de suivre des associations qui ont des monnaies locales. Ouais, Donc après, il faut pas crier à la... Enfin, les monnaies locales sont pas forcément mauvaises parce que beaucoup marchent sur le système des CEL, c'est-à-dire les monnaies fondantes. Et derrière, elles développent des initiatives économiques qui peuvent être très intéressantes. Moi, ce que je critique, c'est simplement le fait que c'est une façon dissimulée qu'a l'État de nous séparer encore plus, de nous diviser en nous régionalisant. Voilà, c'est quelque chose qui ne fédère pas. Moi, je cherche un outil fédérateur. Là, il se trouve que la monnaie peut en être un, puisque le franc germinal, ça date de Napoléon. Voilà, c'est quand même ancien dans notre histoire. Les premiers francs sont même beaucoup plus anciens que ça. Moi, ce que je vois, c'est juste que c'est notre patrimoine national. C'est un outil politique qu'il faut restaurer.
On pourrait d'ailleurs prendre, toi tu connais bien d'ailleurs cette histoire-là, le MIR, la monnaie ivoirienne de résistance. Ah oui. Il y en avait un autre qui avait très bien compris comment la monnaie pouvait être... Gbagbo avait tout compris, hein. Il avait absolument, on en a parlé d'ailleurs beaucoup ici, on avait reçu Nicolas Gbou, qui était un docteur en économie spécialiste de ces questions, et qui nous a éclairé encore plus, hein, de ses lumières sur ce sujet, qui est effectivement le franc CFA, le début de la révolte monétaire pour les Africains, effectivement, commence par là. Hein, et il y avait deux points de vue. Il y avait la question technique où le franc CFA, c'est une sorte d'euro africain, donc ils ont besoin de s'en émanciper pour investir dans les infrastructures. Et il y avait, je pense, chez Laurent Gbagbo, qui est un nationaliste féru d'histoire, je sais qu'il a un bon diplôme, le doctorat d'histoire, voilà, et qui avait bien compris que vu que le découpage colonial s'était fait au mépris des réelles entités ethniques qui composaient les pays africains actuels, il fallait bien fédérer un pays factice. Donc la meilleure façon de fédérer un pays factice, c'est lui donner un hymne, un drapeau, et pourquoi pas une monnaie qui lui appartient, qui soit vraiment fédératrice. Donc après, les délires de division ethnique, de division régionale, comme on aurait en France, sont, comment dire, réduites parce qu'on a quelque chose de fédérateur qui unit tout le monde. Ouais. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que Gbagbo voulait sortir un peu du français. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a dessoudé. Hein, Tout à fait. Alors il y a Eleftheros qui dit oui, la révolution ne sera pas électorale, mais elle sera objectivement non plus pacifiste. Vos idées sont certes de bonnes idées, mais c'est complexe et facilement démantelable, effaçable. Regardez le battage médiatique pour une simple quenelle. Que dira-t-on si le peuple veut concrètement une révolution monétaire? Au battage médiatique sur la quenelle, il me semble qu'il y a plus de 2 millions de vues sur les dernières vidéos de Dieudonné. Bon, donc ça veut dire qu'un type comme Dieudonné, malgré le battage médiatique, est capable d'avoir 2 millions de personnes en France sur 45 millions d'actifs, hein, parce qu'il ne faut pas compter 65 millions de Français, il faut compter 45 millions d'actifs pour se donner un ordre d'idée de ceux qui votent. 2 millions de gens qui ont compris, et qui, si ces 2 millions de gens faisaient ne serait-ce que la stratégie dont je parlais du courrier aux institutions, ou une autre des stratégies que j'ai en tête, suffirait largement à initier une révolution. Il ne faut pas croire que c'est un peuple entier qui fait une révolution, c'est sa dissidence éclairée. Il n'y a jamais eu de révolution qui a été faite par un peuple entier, ça s'est jamais vu. Ça a toujours été une toute petite partie du peuple qui était éveillée politiquement et qui en a eu marre et qui s'est dit « je ne crois plus au système tel qu'il est mené, donc je me révolte » avec les outils qu'il avait. Aujourd'hui, on en a plein. Et on nous dit, alors, en parlant de monnaie alternative, que pensez-vous du Bitcoin et du Litecoin? Alors Litecoin, je ne connais pas, mais pour moi, déjà, tout ce qui est scriptural et numérique, c'est pas bon. En plus, le Bitcoin, de point de vue technique, c'est une monnaie de fripouille qui est ultra spéculative et qui en a foutu plus d'un sur le tapis. Ouais. Donc moi, je suis assez réfractaire. Je ne dis pas que plus tard, quand on aura une réflexion d'ensemble sur la monnaie, il ne faudra pas s'inspirer d'initiatives qui ont existé, mais je dirais que le Bitcoin, mauvais, très mauvais. Bon. Ben voilà, vous avez la réponse sur le Bitcoin. On nous dit attention tout de même aux graffitis sur les euros, il y a même les empreintes, c'est Metasmile. Qui est plus lourd à supporter, l'euro ou la dette? Moi je pense la dette, c'est Mister Quenel. La dette est une des conséquences de l'euro, donc ils sont un peu corrélés les deux. C'est corrélé, oui, c'est pas une question, là, on ne peut pas opposer l'un ou l'autre, quoi. Les deux sont liés. Oui, les deux sont liés, hein. De toute façon, la dette et l'euro, c'est un peu des sœurs jumelles, ou frères jumeaux, comme vous voulez. Oui, voilà, on nous dit, oui, il y a de la monnaie locale à Toulouse, à Montreuil. Oui, à Toulouse, j'en ai entendu parler, effectivement, je l'ai vu, cette monnaie locale. Oui, ça se monte. Mais le pire, c'est que les gens qui sont derrière ça ne sont pas du tout des enfoirés, hein. Ce sont vraiment des associatifs qui essayent d'amener un mieux, quoi. Mais les gens qui soutiennent au niveau politique, eux, savent très bien ce qu'ils font, par contre. Et voilà, et qu'il y a quand même une volonté derrière qui est assez malsaine de détourner, en fait, j'ai l'impression, l'objectif pour ramener à plus de division, quoi, qui est pas du tout, ils n'abordent pas du tout ça dans un concept de souveraineté nationale comme toi tu l'abordes. Ils abordent ça vraiment dans moi je vois l'outil politique. Ouais, moi aussi je le sens un outil séparatiste de plus vers un démantèlement du pays, quoi. Mais après il faut voir qu'à la BCE ils sont très généreux, enfin les autorités de façon générale sont très généreux avec les monnaies locales. Parce que quelque part, ça dénonce l'euro quand même, donc ça les emmerde, et en même temps, ça facilite l'aspect communautarisation des pays, puisqu'ils cherchent à les démanteler. Donc ils sont très très gênés, et ça ne se fait pas aussi facilement que ça que de monter des monnaies locales.
Eh ben, on va faire une deuxième petite pause parce que je vois que c'est l'heure. Hein, on va nous engueuler sinon, hein, tout à l'heure on s'est déjà fait engueuler parce que c'était trop long. Donc oui, on va faire une petite pause. Stéphane nous concocte toujours des petites playlists truculentes, comme on pourrait dire. Voilà, avec des petites vidéos bien concoctées. Hein, on sait que vous aimez bien. Alors on leur passe le bonjour à la régie. Hein, parce que j'ai pas le droit de les appeler la régie parce qu'il paraît que c'est impersonnel. On m'a dit, Ah bon? faut les nommer. C'est vrai qu'en même temps, il fait très humain d'ailleurs derrière. Hein. Oui, ils ont l'air humains comme ça de loin, Ouais. hein, tu vois, à travers la vitre, ça ressemble à des humains. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit, mais bon. En fait, quand on les approche, pas du tout. Quoi. Tu confirmes. Bon, bah, on se rejoint juste après. Ça fait démonter la gueule par les humains. Avec les humains. Donc, restez connectés, et puis on revient tout à l'heure. Il y a les humains qui nous regardent de l'autre côté de la vitre. Et puis, on leur passe le relais. À tout de suite.